Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonjour. Alors, on va faire un bond dans le temps, hein, un bond quand même assez court puisque nous sommes arrêtés à l'année 76 et là nous allons passer à l'année 80, hein, puisque ce bond dans le temps, on va l'effectuer avec vous pour parler d'une affaire aussi charnière, hein, une affaire qui a eu en tout cas le retentissement d'Aléria, qui est l'affaire Basteliga-Fesch. On va en parler tout au long de la semaine. On va revenir d'abord sur un élément important, évidemment, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, c'est la création de Francia. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se cachait derrière ce sigle. Alors, je suis donc condamné au mois de mai 1976, ou au début juin, à 5 ans de réclusion, dont 2 avec sursis. Et on sentait qu'il y avait encore un climat qui était tendu, il y avait des mises en cause contre les mouvements culturels et autres. Et je me souviens très bien, je crois, du premier attentat qui nous a visés. Il a visé Julie Morazzani, qui avait un établissement qui s'appelait La Stalle sur la route de Calvi, qui était un cadre exceptionnel du mouvement et qui malheureusement a disparu trop jeune. Et c'est là que nous faisions toutes nos séances de travail. L'établissement était assez vaste. Et il y a eu un attentat contre Julie, et l'épisode qui est intéressant, c'est que le préfet de l'époque avait dit en fait, c'est une réponse du berger à la bergère, comme ils utilisent la violence aujourd'hui, il s'était bien gardé de condamner cela. Donc il y a eu cet attentat, et puis moi j'étais très très inquiet, comme toujours quand on est immobilisé, encore que les gens qui étaient dehors étaient tout à fait à même de conduire la lutte, et ils l'ont prouvé tous. Mais les attentats ont commencé à s'enchaîner contre les militants de façon très très importante, avec des charges qui manifestement ne prenaient aucun soin de ne pas faire de victimes. Quand on met des charges importantes à certaines heures de la nuit, de la journée, devant des chambres d'enfants, on s'expose à des dégâts collatéraux sérieux. Et donc, quand je suis sorti de prison, nous étions en pleine effervescence. Et je me souviens très bien de mon arrivée sur Bastia, où il y avait un monde fou, etc., et où j'ai tenu un discours de rassemblement, certes, un discours de fermeté dans les convictions, mais en même temps un discours modéré. Parce que j'avais la certitude que les Corses ne voulaient pas, à travers tous les courriers, tous les contacts que j'avais, du durcissement d'un affrontement. Et j'avais dit à mes amis, si véritablement je sens qu'il y a une atmosphère pré-révolutionnaire, nous enchaînerons immédiatement avec des actions illégales. Mais tel n'était pas le cas. Nous avons donc choisi et confirmé la voie, je dirais, de la non-violence, du cheminement démocratique. Cheminement démocratique. Et là, les attentats ont continué à s'enfiler. Puis, il y a eu des attentats quand même extrêmement graves. On nous a détruit une imprimerie que nous avions constituée sou après sou. Elle avait coûté près de 70 millions de centimes, de quêtes dans les réunions, d'aide, pas de subventions, d'aide des militants. Et on regardait marcher cette machine, ces rouleaux, ces cylindres, avec un émerveillement d'enfant, parce que nous pensions avoir acquis une autonomie d'écriture et de réalisation. Et puis, une nuit, ils l'ont brûlé intégralement, et dans nos rangs, il y avait quand même un certain découragement. Je me souviens que je leur avais dit, si une cause d'émancipation nationale tient à la destruction de l'imprimerie ou à quelques attentats que nous subissons, c'est qu'elle mérite de mourir, cette cause, parce qu'il n'y a pas de gens pour relever Bien entendu, c'est là que des gens exceptionnels comme Victor Sini, Roland Tafani, Christian Mandoloni et tant d'autres à Marseille ont relevé le gant, et pendant 1 an et demi à peu près ont assuré et la confection du journal, là-bas en France continentale, et en même temps l'acheminement par les bateaux. Et c'est ici que nous avons continué le combat contre Francia. Le combat contre Francia a été extrêmement, extrêmement clair. Nous avions décidé, surtout, de ne nous livrer à aucune violence contre eux. Et immédiatement, sans beaucoup de recherche, nous avons identifié le groupe d'une dizaine de personnes qui se livraient à ces attentats avec le soutien manifeste des pouvoirs publics, implicite parfois et des fois totalement explicite. Et là, il y a 2 choses à retenir, c'est que, je dirais,
ces délinquants nous étaient offerts sur un plateau parce que ils ne se cachaient absolument pas. Ils nous narguaient même à telle enseigne que nous avions compris tout de suite que la philosophie des commanditaires, c'était qu'on les élimine pour immédiatement enchaîner avec une autre phase. Nous ne l'avons pas fait et les gens d'Ajaccio ont pris à ce moment-là l'initiative de construire véritablement un piège sans aucune violence, c'est-à-dire les principaux cadres qui étaient ici, et surtout Marcel Lorenzoni, Paul Cortin, Dominique Bianchi et toute la section. Et donc, ils les ont surveillés, puisque c'était ici que se trouvait le noyau dur organisationnel de Francia. Et ça, on en parlera demain, Edmond Simeoni. Voilà. Merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette deuxième émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en ce début d'année 80 dans un contexte tendu. Nous sommes aussi du côté de Bastelica. Dans ce contexte justement de surveillance autour du groupe Francia. On va revenir sur ce contexte avec vous, Edmond Simeoni. Oui, donc nous sommes dans un climat extrêmement tendu. Bien entendu, d'un côté, nous continuons à militer, et de l'autre, nous sommes obligés à des veilles la nuit, à des surveillances, à des filatures, à telle enseigne qu'on a à un moment donné très très bien circonscrit le phénomène. Il est limité, et toujours dans l'optique de ne pas aller dans la voie de l'affrontement, malgré des activités des pouvoirs publics qui sont véritablement provocatrices. À un moment donné, j'ai fait le tour des principaux élus de la Corse pour leur dire regardez, c'est extrêmement grave, nous sommes soumis à des agissements qui sont des agissements criminels. Et véritablement, nous ne dénoncions pas les types, mais nous leur demandions de réagir parce que leur nom circulait au café du coin, au bar du coin. Et je dois dire qu'avec une délégation, je me suis rendu voir le président Chirac à la rue de Lille et que je lui ai exposé le fait que certains de ces militants qui étaient en carte chez eux, mais qui en fait, à mon avis, n'étaient pas du tout des militants. C'était ça venait un petit peu après les histoires du sac et tout ça. Donc se livraient à des attentats contre nous et assistait Charles Pasqua à l'entretien. Et Charles Pasqua a parlé et il a dit non, ça ne vient pas de chez nous, mais Chirac lui a dit à 4 reprises, parce qu'ils m'ont gardé plusieurs heures, est-ce que tu as bien entendu ce que t'a dit le docteur Simeoni? Est-ce que tu as bien entendu? Bon, je leur ai dit qu'un jour, on allait les prendre en flagrant délit, avec des cartes du sac et de leur mouvement dans la poche, et que ça allait faire un véritable scandale. Je pense que c'était des gens qui étaient instrumentalisés aussi par des gens qui étaient des adversaires, pour ne pas dire des ennemis, parce que c'était dans la même famille, de la famille gaulliste. Justement, on voit l'épicentre, finalement, ils sont situés à majorité dans la région ajaxienne. Qui sont-ils ces gens, finalement? Les gens, il y a d'abord un responsable de la sécurité civile. Je donne son nom parce qu'il a été arrêté, il était le personnage central, c'était le commandant Bertolini, qui était un ancien officier, et qui était à la protection civile, à la préfecture. Et puis il y avait des gens qui étaient chez les nageurs de combat, là-bas, à Aspret, tout. Et puis il y avait quelques individus qui n'avaient de politique que le nom. Bon, une petite poignée. Mais enfin, ils utilisaient des avions de l'aéroclub qu'ils louaient, ils allaient à Bastia, ils se déplaçaient. Nous connaissions les fréquences sur lesquelles ils communiquaient. Donc il n'y avait là rien de très surprenant. Et bien entendu, en même temps que j'ai alerté Chirac, nous alertions les pouvoirs publics. Et une fois, un chef de cabinet du préfet, après un attentat très sévère qui avait de facto vraiment détruit en grande partie le siège de l'Arc sur la place Saint-Nicolas, il m'avait dit en rigolant, mais vous n'avez qu'à porter plainte, docteur. Donc la boucle était bouclée. Et un jour, alors que je me trouvais dans le Niol, j'ai reçu un coup de fil, dire bon, le piège a marché, ils sont là, faisons attention. Donc je suis parti tout de suite et je suis arrivé à Bastélia, où nos militants, nos cadres,
avait interpellé le commandant Bertolini et un autre qui était armurier. Yannick Leonelli, c'est ça? Comment? Yannick Leonelli. Voilà, Leonelli, dont la provenance était pour le moins, je dirais, étrange. La reconstitution de son parcours était étrange. Et nos amis les ont interpellés avec le matériel, alors qu'ils se préparaient à abattre certains responsables, dont Marcel Lorenzoni. Ils avaient certaines choses dans leur possession qui a permis de les identifier. Oui, c'est-à-dire ils avaient fusil à lunettes, des gants, ils avaient tout le matériel parfaitement requis, et puis ils ont été pris, je dirais, en position de pré-attentat. Ils ont été neutralisés sans aucune violence, sans être frappés ni rien. Ils ont été, je dirais, neutralisés, puis ils ont été amenés à Bastelli, où nous avons immédiatement fait converger l'essentiel de nos forces. Et c'est ainsi qu'il est venu plusieurs centaines de personnes, il faut le dire, dont beaucoup étaient armés de fusils de chasse dans les voitures ou autres. Et là, véritablement, ils ont été montrés à l'opinion publique. Nos responsables de l'opération Bastelli ont présenté l'opération, l'ensemble, la genèse, les filatures, le rôle des pouvoirs publics, le silence des élus et en même temps l'arrestation de ce commando. Ils ont été présentés sans aucune violence. Je me suis moi-même occupé que le commandant Bertolini, qui était très très malade, on fasse venir un médecin cardiologue et un médecin biologiste parce qu'il avait un traitement, de surveillance de sa crasse sanguine. Et véritablement, comment ça s'est passé à Bastelli, ça a été ça. On se retrouve demain, Edmond Simeoni. Merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et je suis toujours en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons évoqué donc cette prise, on peut dire, cette prise d'otage, puisque ces trois personnes, donc Pierre Bertolini, Alain Olliel et Yannick Leonelli, donc sont interceptés, sont arrêtés donc par les frères Lorenzoni à Bastelli, car on voit donc l'arrivée, la convergence aussi de militants. Très vite aussi, les forces de l'ordre vont réagir. Oui, alors immédiatement, on voit que par nos informations et aussi par l'information publique, que les forces de l'ordre réagissent très durement à l'instigation bien sûr de l'État et que on commence à acheminer véritablement des forces, mais avec une tonalité qui est une tonalité qui ne laisse aucun doute sur la volonté de résoudre le problème par la force. Bien entendu, nous profitons de cette occasion exceptionnelle pour utiliser au maximum l'avantage politique qui nous est donné et qui montre surtout qu'alors que nous avions identifié depuis longtemps, nous avons évité de les tuer ou de leur faire du mal à eux ou à leur famille, ce qui était quand même la garantie que nous avions choisie, la voie non pas de la violence, mais du combat démocratique, avec des actions qui pouvaient être très déterminées et même illégales, bien entendu. Comment justement cette action est présentée dans la presse? Comment elle est restituée aussi par la presse? La presse, elle a très très bien rendu compte, parce que ce qui était accablant, c'est que quand on a sorti tout le matériel et qu'on a sorti les cartes du sac, il n'y avait plus rien à dire. Et les gens... les types que nous avions neutralisés, Leonelli et Bertolini, étaient là. Nous n'avons pas fabulé, nous avons raconté ce que tout le monde savait, et puis tout était tellement évident, la presse a largement couvert, et c'était quand même, dans la Corse, une ébullition. Des élus locaux sont venus les voir à Bastelli, s'assurer qu'ils étaient bien traités, et que véritablement nous menions une opération certes illégale, mais je dirais dans des limites acceptables. Et là, quand nous avons compris qu'il se préparait un assaut contre Bastelli, nous avons été très préoccupés parce qu'un assaut là, c'était la certitude d'un véritable carnage de part et d'autre, avec en même temps l'implication de la population, parce que nous étions au cœur du village. Le village est complètement encerclé. En plus, on peut dire que les taux se resserrent. Le dimanche, voilà. Ces trois personnes sont arrêtées. La descente à Ajaccio, elle s'effectuera donc le mardi-mercredi, c'est ça. Petit à petit, les taux se resserrent autour du village. Et à un moment donné, comme nous avons la certitude qu'ils vont nous enfermer, qu'ils vont attaquer, compte tenu des risques considérables, nous avons fait une chose, nous avons
pris la décision, essentiellement Dominique, Marcel et Paul, de mener une opération pour prolonger cette opération en cours, et surtout pour ne pas laisser après étouffer. Nous tenions à aller jusqu'au bout du processus. Et ils sont descendus, tous nos militants se sont répartis dans la nature, sont partis par des chemins de traverse et autres pour ne pas être interceptés sur le chemin du retour. Et ils ont décidé de s'en aller à l'hôtel Fesch, qui était un lieu extrêmement central, extrêmement fréquenté, proche de la préfecture, où véritablement ils sont arrivés et ils ont occupé l'hôtel Fesch, qui est devenu un véritable PC, où là sont venus des forces socio-professionnelles, tous les gens qui... On va retracer justement ces différents épisodes, puisqu'il y a plusieurs épisodes aussi de cette seconde partie de l'affaire qui se déroule à Ajaccio. Est-ce qu'il a justement l'afflux de militants autour de Bastélica a facilité, on peut dire, le passage entre les mailles du filet des autorités sur place? Oui, bien entendu. Cela l'a beaucoup félicité et nous sommes arrivés sur Ajaccio, mais là nous étions quand même appuyés par des militants du coin et surtout par tous les gens qui étaient venus de tous les points de Corse immédiatement, hein. Tous en parka, avec très souvent des armes, des fusils de chasse, et donc la pression a été très forte, et dans Ajaccio, les pouvoirs publics n'étaient pas maîtres du jeu, c'était fini. Donc dans un climat qui est un climat d'émeute. On travaillait beaucoup à l'époque avec les agriculteurs, avec les hôteliers. Et donc nous sommes allés... À cet hôtel où il y a des clients, parce que ce qui ajoute finalement encore de la tension à cette affaire, c'est finalement l'arrivée du commando au sein de l'hôtel où sont évidemment des clients. Oui, bien entendu, et c'est une opération qui est une opération illégale, qui est une opération traumatisante. Elle se déroule, mis à part du fait de l'occupation elle-même, qui est traumatisante, c'est certain, sans aucune violence contre quiconque. D'ailleurs, les clients ont toujours dit qu'il n'y avait eu aucune violence envers eux, qu'ils ne s'étaient sentis jamais pris en otage. Hein, aussi. Jamais. Il n'y a pas eu de prise d'otage des gens. Et là, on s'est installé, et là, nous étions au cœur de la ville, on travaillait très activement, on informait la population, on disait que ça avait été une honte, que pendant des années, ils nous avaient fait sauter, on avait subi entre 65 ou 70 attentats dans nos biens personnels, des militants, familiaux, etc. Et véritablement, c'est devenu un véritable PC, et l'atmosphère a continué à monter, et jusqu'au moment où ça a dégénéré. Et ça, on en parlera dès demain, Edmond Simeoni. Merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions que nous avons réalisées ensemble est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Bonsoir Edmond Simeoni. Bonsoir. Nous reprenons le fil de cette affaire, l'affaire Bastélica Fesch, qui se déroule donc début janvier 80 entre Bastélica et Ajaccio. Nous sommes évidemment à cette occupation de l'hôtel Fesch au centre-ville d'Ajaccio, plus exactement dans la rue Fesch. Finalement, très vite, à l'époque, il y a la figure aussi de Broussard qui est aussi sur place, qui va se retrouver finalement face à vous. Oui, sur le plan opérationnel, nous n'avons pas eu tellement affaire à lui. Bon, moi, j'étais chargé des négociations avec la préfecture, donc je faisais le va-et-vient entre l'hôtel Fesch, les agriculteurs qui étaient en bas près de la Piazzette, qui avaient leur siège, et les militants, bien entendu, et nous arrêtions tous en commun la stratégie. Je suis monté à plusieurs reprises à la préfecture, où j'ai attiré l'attention sur la gravité de la situation, mais ils étaient sur une position fermée. Au départ, il n'y avait pas de conciliation possible, en tout cas venant du préfet, il n'y avait pas cette volonté de dialogue. Non, il fallait absolument céder, les consignes de Paris étaient fortes, on allait être poursuivis, c'était des actes criminels, etc. Et l'atmosphère en ville est devenue tellement pesante, c'est qu'à un moment donné, il y a un homme des forces de l'ordre qui a été abattu. Et c'est de là qu'est partie une certaine radicalisation, parce qu'après, les forces de l'ordre qui étaient complètement déchaînées s'en sont pris à des gens, à des passants dans la rue. C'est là qu'une jeune femme a été blessée. Très connue à Ajaccio a été tuée. Et une a été tuée, bien sûr. Une autre a été blessée grièvement
à la tête par les violences qui ont été commises. Et un certain moment après, un jeune jockey a été tué à peu près, à mon avis, au niveau de la déviation du front de mer vers Mezzavia, par là. C'était absolument une répression absolument déchaînée. Ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Les seuls qui étaient vraiment inquiets, indépendamment de la population, bien entendu, c'était surtout Monseigneur Thomas. Justement, lui aussi va avoir un rôle charnière. Déjà, il y a 2 personnes qui vont avoir un rôle important. C'est Lucien Tirologne aussi, donc les responsables évidemment hein, du monde agricole du Nord et du Sud, et Roger Simon aussi, c'est ça hein. Qui? Et un autre responsable aussi qui venait du Nord aussi. Oui. Voilà. Ces 2 personnes aussi vont être appelées. C'était Roger Simone. Voilà, Roger Simone. Voilà. Mais les agriculteurs, de facto, ils étaient totalement impliqués dans cette affaire. Et 2 personnes qui ont joué un rôle clé, c'est Monseigneur Thomas et c'est le maire d'Ajaccio. Qui lui aussi était sur place, Monsieur Ornano. Et l'atmosphère se dégradait. On était au bord de l'explosion. Là, ça se serait passé en milieu urbain. Et donc là, les dégâts auraient été proprement catastrophiques, tant pour les forces de l'ordre que pour nous, que pour la population. Et on sentait bien qu'ils ne voulaient rien entendre. À ce moment-là, il y a eu un épisode aussi. Ils ont arrêté, je ne sais pas comment, Marcel Lorenzoni. Bon, et Marcel Lorenzoni, au lieu de l'amener dans une caserne ou dans un lieu de gendarmerie, l'ont amené dans la nature où ils ont essayé de m'attraire au téléphone pour me faire venir. Bien entendu, on n'est pas rentré là-dedans parce que Bertolini, qui avait été exfiltré de Basteligafesch, avait été mis en lieu sûr par les gens de chez nous. Et devant la détérioration de la situation, Monseigneur Thomas s'est de plus en plus impliqué avec le ministère de l'Intérieur, avec des débats qui sont restés célèbres. Monsieur Ornan a été très présent et à un moment donné, c'était très poignant. Et ces hommes ont dit à Paris, il faut arrêter, mais la machine était folle, elle était lancée. Et quand nous avons vu ça, il a été pris la décision d'abandonner l'hôtel Fesch, et ce sont des images qui ont été reproduites dans le monde entier. Tous les gens de chez nous sont sortis de l'hôtel. Alors, il y a eu aussi un moment important, c'est la constitution d'une délégation hein, qui était chargée évidemment de faire le lien avec les personnes à l'intérieur de l'hôtel. On vous demande de faire partie de cette délégation, puis après, on refuse que vous en soyez. Comment vous expliquez ce contexte? Non, j'explique qu'à mon avis, ça tenait plus à des difficultés de communication, à des mésententes. Il ne faut pas oublier quand même, on était dans une atmosphère qui était une atmosphère... on parlait à mots couverts, des fois on envoyait des messages écrits, il n'y avait pas les portables, il n'y avait rien. Non, je n'ai jamais eu, moi, aucune dissension. Tout ce qui a été fait en accord avec tout le monde. Et c'est une lutte, d'ailleurs, il n'y a eu aucune bavure ni rien, ce n'est pas le fait du hasard. C'est que les gens qui avaient interpellé Bertolini, qui étaient des gens de nous, de nos groupes, de notre mouvance, et moi-même qui représentais le mouvement légal, c'est-à-dire l'UPC, avec les cadres qui étaient avec nous, on a travaillé en très très bonne intelligence, et c'est là qu'ils ont pris la décision de sortir, et qu'ils sont sortis avec le drapeau en délégation, avec leurs armes et autres, et bon, et progressivement... L'atmosphère s'est détendue, mais il y a eu quand même encore des bavures et des incidents très graves. On parlera en tout cas la semaine prochaine aussi d'un point important, évidemment, hein, même déterminant, c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, qui va changer énormément la donne, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.